Bonjour à tous, bienvenue sur Audiophile Détendu. Bonjour François. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans ton atelier. On est chez EQ Audio. On s'était déjà vu au Sudify Show il y a quelques mois et tu nous as gentiment invité à venir te rencontrer ici dans tes ateliers pour nous présenter la gamme, surtout l'écouter parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de l'écouter au salon. Et on a décidé de se faire une petite rencontre aujourd'hui pour que tu nous parles un petit peu plus de ta société et surtout de ton parcours, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours professionnel jusqu'au moment où tu as eu l'idée de créer EQ Audio? Eh ben, je suis dans le milieu du son professionnel, donc diffusion, concert, théâtre, pendant 25 ans. Jusqu'à il y a 2 ans. Donc j'ai fait beaucoup de sons, sonorisation, dans toutes sortes de contextes et de toutes sortes de musique derrière des consoles. Et puis, au bout d'un moment, comment on pourrait dire ça? Ça s'est arrêté. Pour des raisons humaines, on va dire, de direction et compagnie. Et puis ça fait 40 ans ou 50 ans presque, parce que j'ai 55 ans, que je fabrique des enceintes, que je bricole. Et je me suis dit, c'est le moment. Donc ça, tu l'as toujours fait, fabriquer des enceintes. Et ton poste, c'était quoi? Tu t'occupais du réglage du son? En fait, dans une entreprise de ce type-là, le régisseur son installe le système, cale le système, branche le système, fait fonctionner le système. Et dans 50% des cas, sonorise les groupes, sauf si quelqu'un arrive pour le faire qui est avec le groupe, y compris sur le festival de Montjoux. Donc c'était un festival qu'on faisait au bord du lac de 5000 personnes. Donc là, j'installais tout jusqu'au moment où le sonorisateur de la tournée intervient. Et donc j'ai aussi fabriqué des systèmes pour ça, avec des amis. Donc du coup, on les utilise depuis une quinzaine d'années sur toutes sortes de choses. Un système de diffusion professionnelle pour 5000 personnes en gros, fait maison, pour de vrai. Donc ça fait 30 ans que je bricole ces choses-là. Et ce système de son pour 5000 personnes, du coup, ça représente quoi en termes de matériel? Ça représente quoi? C'est 4 camions, c'est 4 tonnes de matériel, c'est 150 haut-parleurs répartis sur 2 grappes. Ok. Et 50 000 watts. À peu près. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, donc c'est des données qui sont pas du tout... Non, on n'est pas dans la hi-fi, là. Non, on n'est pas dans la hi-fi, effectivement. Là, c'est marrant, on en discutait à midi. La différence entre le monde de la hi-fi et de la sonorisation, c'est que dans la sonorisation, le but, c'est de porter le son le plus loin avec la plus grande plage de fréquence. Le but, c'est de garder la précision, l'intelligibilité et au maximum une bande passante la plus large possible, mais sur l'ensemble du site. Donc du coup, là, on invente des processus de couplage d'enceintes pour projeter le son, pour que tout soit le mieux possible dans l'ensemble du terrain. Ce qui est toujours un peu aléatoire, mais on essaie de faire ça. Du coup, c'est pour ça qu'on met beaucoup d'enceintes, qu'on coupe plus ou moins, qu'on angle, pour qu'il y en ait qui commencent au pied de la scène jusqu'au tout en haut du gradin. Donc c'est pas le même processus, même si au final... On est derrière la console, on met le même morceau de musique qu'on écoute ici, et on voudrait avoir la même chose. Oui. Donc on essaie de faire ça, même si on est à 50 mètres de la paire d'enceintes virtuelle. Et donc on va parler après des électroniques, mais dans ce milieu-là, donc, il y a les haut-parleurs, mais il y a aussi une électronique qui est très importante derrière. Alors dans ces milieux-là, tout est ultra processé, extrêmement contrôlé, on va dire, c'est-à-dire que sur comme on dit, une banane de diffusion, c'est une forme de banane, sur la quinzaine d'enceintes qui sont empilées les unes sur les autres, en fait, chacune est traitée indépendamment. Avec un DSP, on peut la délayer, on peut traiter le son multibande de chaque enceinte. Ce qui permet justement de garder la cohérence sur l'ensemble du système pour que tout le monde fonctionne ensemble et que même à 50 mètres, on retrouve toute la bande passante sans trou, sans bosse. C'est ça, parce que les longueurs d'onde, les distances sont tellement énormes que là, pour le moindre écart, en fait, on le sent tout de suite à 50 mètres. Et simplement, au niveau simplement du calage temporel, c'est-à-dire le délai, quand on met un sub au pied de la scène et puis que le tweeter qui est à 20 mètres au-dessus, il faut que, au moins au niveau de la console, parce qu'arriver à aligner temporellement pour l'ensemble du public, c'est pas possible, donc on prend des choix. Derrière la console, il faut que le 50 Hz, ça arrive au même moment que le 20 kg. Donc du coup, chaque haut-parleur est délayé indépendamment pour que l'ensemble reste cohérent sur toute la longueur du terrain.
Et ça, tu vas le traiter manuellement. C'est important après pour la suite, notamment Alors, pour les... Il y a les deux, c'est-à-dire que dans les enceintes, il y a un peu de filtrage, mais après, tout se passe vraiment au niveau du DSP. Et ça se passe en régie, donc là, il y a des logiciels très compliqués, où vraiment, on gère chaque point de diffusion, indépendamment les uns des autres. Et là, le boulot du caleur système, c'est vraiment un boulot à part, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte quand il y a un concert, mais le matin, on décharge le matériel, on l'accroche. Et là, le caleur système arrive, lui, son boulot, c'est uniquement de mettre tout le monde ensemble, caler temporellement l'ensemble du bordel. Et après, le sonorisateur arrive et fait son boulot. Et si le système n'est pas calé, le type derrière sa console, il ne saura rien faire. Ça, c'est vraiment... On plante plusieurs micros sur le terrain. On prend un point de référence qui généralement est l'aigu, parce que l'aigu, c'est le plus rapide. Le grave arrive toujours après. Surtout qu'en plus, physiquement, il n'est jamais posé au bon endroit. Parce qu'un grave, de toute façon, c'est en retard. Donc du coup, on prend l'aigu, on fait la base du delay avec ça, et après on descend chaque bande de fréquence, et là on cale le retard de l'aigu par rapport au grave qui va être lui le plus en retard, et ça permet de mettre tout le monde ensemble pour faire vraiment une onde qui a une forme cylindrique et qui avance dans le terrain et qui est cohérente sur l'ensemble de la bande passante. Donc il y a quelques années, malheureusement, cette aventure s'est terminée pour toi, et t'en es venu du coup à créer l'entreprise que tu as aujourd'hui. Quelle est la genèse de l'entreprise EQ Audio? La genèse, je sais pas. Ça a été une suite logique. En fait, c'est une suite logique. C'est juste un parcours de vie qui fait qu'à un moment, c'est une évidence. Et puis, du coup, bon, je ne vais pas les montrer parce qu'on ne les voit pas. On les montrera après. En fait, à l'endroit où je travaillais, j'avais un lieu où je bricolais, indépendamment de mon travail. Parce que quand on bosse dans ces milieux-là, on arrive à 9h le matin, on part à 2h du matin. Et dans tout ça, il y a des trous. Et pendant le spectacle, généralement, je suis désolé, je ne regardais pas vraiment le spectacle, je descendais dans mon atelier. Parce que le boulot était fait, que tout allait bien. C'est ça. Et donc j'ai commencé à développer, indépendamment de toutes les choses que j'ai fait par ailleurs, le modèle avec le 38. C'est le modèle qui est à l'entrée, je crois. Voilà, Okay. le premier prototype. On vous mettra évidemment la vidéo. Et puis j'ai passé du coup des heures et des heures pendant tous les spectacles, 3 fois par semaine, à bricoler, à ressouder, à chercher le bon équilibre. Ça a débuté quand? Est-ce que tu saurais à peu près nous dire quand est-ce que tu as commencé le développement de ce modèle-là? Au moins 5-6 ans largement. Okay. Ça fait des années que je suis dessus en fait. C'est-à-dire qu'à un moment je me suis dit, j'ai commencé avec des protos, avec des planches, et puis ça marchait pas. Puis j'en ai refait plusieurs. Et puis j'ai mis des cloisons intérieures pour essayer de couper les résonances, parce que dès qu'on fait des volumes pareils, à l'intérieur il se passe des résonances, on peut pas lutter. Et puis au bout d'un moment je me suis dit, je vais arrêter les bêtises. Le truc que j'ai dans la tête, comme je le fais là, avec les pans coupés à l'intérieur, je vais le faire. Je vais prendre le temps de fabriquer la boîte correctement, puis on verra. Et puis ça a marché direct. Donc je me suis dit, ça marche. À l'époque, les haut-parleurs, tu avais déjà fait un choix technique sur les haut-parleurs? C'était de la récup? C'est parti sur de la récup. Et puis, en fonction de ce que j'ai récupéré, de ce que j'ai pu écouter, je me suis dit, il me faut ça. Donc j'ai commencé par rapport aux caractéristiques du haut-parleur. J'ai commencé à savoir ce dont j'avais besoin en fonction de ce que je voulais faire. Donc du coup, j'en ai essayé 2 ou 3. Et je suis arrivé à celui-là. Parce que la philosophie de l'entreprise, c'est d'utiliser des haut-parleurs de sonorisation. Après, pas pour des raisons philosophiques ou historiques, c'est juste qu'en fait, pour moi, le rendement, c'est important. C'est-à-dire qu'une enceinte à haut rendement, il y a de la dynamique. Parce que quand il se passe rien, ça sait faire. Quand ça se passe beaucoup, ça sait faire. Et entre les deux, ça sait faire tous les écarts de niveau. Et pour moi, donc, une membrane légère avec un gros aimant, donc un haut rendement, ça sait tout faire. Tu veux dire que la réponse impulsionnelle est plus importante sur un enceinte haut rendement? Évidemment, de fait. Après, moi, par rapport au haut-parleur de sono, parce que la sono actuelle, elle va loin, elle va trop loin pour moi. C'est-à-dire que maintenant, on met des haut-parleurs qui sont des enclumes, avec des membranes de 500-600 grammes. Rien que la membrane papier. Que la membrane papier. Ouais. Mais avec des moteurs tellement énormes. Et derrière, on met des amplis en classe D qui font jusqu'à 10 000 watts. Un canal d'ampli. Ouais. C'est-à-dire qu'on met une membrane super lourde, du coup elle descend bas et elle encaisse à fond, parce que du coup on met des suspensions très dures. Donc du coup par contre, il faut lui mettre un coup de pied au cul pour qu'elle bouge. Tu sais pourquoi ce choix technique est fait? C'est pour descendre en fréquence? C'est pour faire fort. C'est pour faire fort. C'est uniquement pour faire fort. C'est-à-dire que le haut-parleur doit être indestructible. C'est-à-dire que même si on met 10 000, 15 000, 20 000, on pousse, ça meurt jamais. La contrepartie de ça, c'est que du coup, comme l'équipage mobile est vachement lourd, on perd en microdynamique, on perd en écart au niveau, bas niveau, sauf à mettre un ampli de 10 000 watts derrière. Mais
En Hi-Fi, c'est totalement à l'envers. Moi, je pars de ce principe-là parce que pour moi, le haut rendement crée les conditions favorables pour avoir une musique vivante, dynamique, avec des écarts de niveau haut-bas vraiment importants. Mais par contre, en gardant, sans aller jusqu'à la... Parce que le haut rendement en Hi-Fi pur, parce qu'il y a des vieilles traditions japonaises, là, des Goto, des marques comme ça, qui font des 38 avec des membranes super légères, avec des tout petits équipages mobiles, qui font ça, mais qui tiennent 30 watts, 20 watts. Donc, ça marche, mais c'est tellement artisanal et tellement cher que, personnellement, je trouve que ça, le jeu en vaut pas la chandelle. Et c'en est presque fragile, en fait, si on met trop de puissance. Presque, c'est fragile. Ouais. C'est fragile. Donc on peut pas, par exemple, jouer un instrument à niveau réel, ça serait... On peut pas. Alors moi, je sélectionne en fait dans le marché pro les choses qui ont les caractéristiques que je veux, c'est-à-dire des membranes qui restent assez légères. Dans tous les cas, pour un 38, en dessous de 100 grammes, avec un rendement qui en général est entre 97 et 99. Et puis une bande de fréquence assez large, parce que comme je fais du 2 voix, j'ai besoin que mon 38 il puisse encore faire du son jusqu'à 2 kg. Et il le fait très bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'il est gros qu'il faut le cantonner à moins de 300 Hz. Pour moi, ça c'est des bêtises. Enfin, c'est pas des bêtises. Mais multiplier le nombre de voix, c'est multiplier le nombre de problèmes, c'est multiplier la complication du filtre et c'est perdre de la musique. Effectivement, et c'est marrant que tu parles du filtre, enfin c'est marrant, oui et non, mais tout à l'heure en arrivant, on a vu un filtre, il y a un vrai travail sur le filtrage, et c'était un filtre qui était pour la petite qui est juste à côté de nous, qui est une enceinte en large bande, et avec des selfs qui étaient vraiment énormes. Pourquoi ces choix? Parce qu'en fait, quand on filtre une enceinte, c'est qu'on a un problème à régler. Donc il y a deux solutions. C'est une 2 voix, il y a un moment, le tweeter ou la compression, elle ne peut pas descendre en dessous d'une certaine fréquence parce que physiquement, elle ne sait pas le faire. De même que le haut-parleur de grave, lui demander de monter au-dessus de ce qu'il sait faire, c'est pas possible. Donc là, on est obligé de faire quelque chose. Donc là, on a plein d'options possibles. Mais en tout cas, il faut qu'on rajoute des composants électroniques pour que cette chose-là se passe bien. Mais plus on met de composants, plus le composant lui-même va manger de l'énergie. Donc du coup, moi, mon principe, il est simple, c'est de dire, j'en mets le moins possible, mais je suis obligé d'en mettre. Donc partant du fait que je suis obligé d'en mettre le moins possible, 3, 4, 5 maximum, je vais prendre le composant qui mange le moins de musique possible. Donc elles sont grosses. Pourquoi elles sont grosses? Parce que plus le fil est gros, moins il y a d'effets résistifs, donc moins ça freine le passage du son, et du coup plus on garde de spontanéité de dynamique. Donc effectivement, pour des petits haut-parleurs de 10 cm, je me retrouve à mettre des cefs qui pèsent 500-600 grammes, presque 1 kg, parce que au moins, elles mangent le moins de musique possible. C'est hyper simple. Après, je ne veux pas dire que les autres font moins bien, mais en fait, c'est une économie qu'eux, ils font que moi, je ne peux pas, parce que comme je fais artisanalement, j'essaie de faire bien, à mon niveau. Du coup, c'est des composants qui coûtent une centaine d'euros pièce. Qui te coûte pour toi. Voilà, ce qu'ils ne mettent pas dans des marques industrielles. Parce que c'est un tarif très élevé pour un composant, c'est très cher. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire le plus simple possible pour des raisons physiques et de son. Et ça me permet du coup de mettre de la qualité à chaque composant. Voilà, c'est ça le compromis et c'est ce que j'essaie de faire. Comment tu élabores ce fameux filtre? Si on reprend le principe de l'enceinte de voix, comment tu élabores en fait à te dire, bah tiens, je vais couper ma compression à tel niveau, et comment tu mets en forme ça? Il n'y a pas de règle en fait, c'est précisément ça que j'essaie de passer comme message, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'on apprend. Moi, j'ai fait des études électroniques dans les années 80-90. J'ai lu des livres, des grands filtreurs des années 70 et 80. On a décidé que ça doit être fait à telle fréquence, de telle façon, 18 dB par octave, 12 dB, 24 dB. Plus les pans de son raides, mieux c'est, parce que ça se marche pas dessus. Et toutes ces choses-là sont dites. Rien n'est faux, rien n'est juste là-dedans. Moi, mon principe, c'est de dire, branche le haut-parleur, écoute, fais une mesure. Et puis, quand tu vois des accidents, là, tu décides que celui-là, il monte jusqu'à 4 kg, mais à 4 kg, on voit qu'il y a ça qui se passe sur la cône. Ça veut dire que le cône qui est devant, il intervient à ce moment-là. Donc, il y a un fractionnement de la membrane, donc ça se voit. Donc, on dit, celui-là, je vais le faire bosser, mais celui-là, je ne vais pas aller jusque-là, parce que là, je vois qu'il y a un problème. Donc, dire qu'il y a une règle, il n'y en a pas, en fait. C'est juste, écoute ton haut-parleur, mesure-le, et puis en fonction de ça, tu vas décider là où il est bien. Et donc, en fonction de ça, tu vas dire, avec le copain que je voulais lui mettre, ça va pas le faire.
Parce que celui-là, je vois qu'il y a un fractionnement de la membrane à 4,5 kg, et puis la compression, une fois que j'ai un peu filtré pour la dominer, et ben, je vais avoir un trou. Parce qu'il faudra qu'il monte un peu ou qu'il descende. Donc, je le change. En fait, il faut respecter ce que fait le haut-parleur, et partant de ça, on trouve des choix, on prend des choix qui ne sont pas forcément ceux qu'on avait décidé au départ. C'est-à-dire qu'on, contrairement à ce que fait l'industrie, on ne fait pas un cahier des charges, et puis après, on se démerde pour le respecter. On dit, je voudrais faire un truc avec ça, et puis au final, ce qu'on a fait, bah, c'est pas ce qu'on avait prévu. Mais c'est mieux, parce que ce qu'on avait prévu, en fait, c'était pas bien. Voilà. Donc on se laisse aller en fonction de ce qui se passe. On accepte l'aléa. C'est ça, on a la théorie, et après il y a la pratique. Exactement. Et la pratique est souvent, je pense, différente de la théorie. Sachant que, après, je fais un petit peu de pub pour un type qui est à la retraite, je ne sais pas si c'est cette année, mais bientôt, qui s'appelle Georg Panzer, j'ai oublié son nom de famille. C'est un monsieur allemand qui, il y a 20 ans, un geek pur, a fabriqué un modèle de modélisation de haut-parleurs et d'enceintes avec ses propres mains. Ok. Il a fait un truc purement mathématique, qui est impossible à utiliser quand on ne connaît pas, mais c'est un truc de modélisation de fou. Donc j'utilise ça pour préparer mon étude, sachant qu'il n'y a aucune interface, hein, c'est du pur code. Ah ouais, ok, d'accord. C'est Ouais. du pur code. Mais du coup, ça permet de visualiser à l'avance ce qui va se passer, et après, on fait vraiment, on se laisse aller à l'oreille, une mesure par-ci, une mesure par-là, pour valider ce qu'on entend. Et puis quand on entend un truc bizarre, on se dit, là, il y a ça qui se passe. Là. Je vais enlever un micro par-ci, une connerie par-là, on le fait. On vérifie, on valide, on écoute, et ça marche. Et ce modèle, il est faramineux. Donc tu fais le filtrage de manière théorique dans un premier temps, et après, à l'écoute, tu affines. En fait, le logiciel de modélisation, j'utilise surtout pour les caisses, surtout pour le volume de charge, surtout pour la façon dont je vais charger le truc. Oui. Après, le filtre, je le mets dedans, on va dire pour décider en très très gros. C'est-à-dire qu'effectivement, avec ce haut-parleur, je vais voir s'il y a des accidents, s'il y a des problèmes. Si je me dis, cette compression, je la fais descendre jusque-là, et que je vois dans le modèle que ça se passe bizarre, qu'au niveau phase, il y a un switch là, parce que je sais pas, c'est dans le moteur. Mais après, en vrai, je l'utilise plus. Une fois que la boîte, elle est faite, c'est un micro, un fer à souder. Là, je suis à genoux là, puis je soude. Puis je mets un truc. Puis Juste ici, là. Ah, ici, là. Ok. Pour ça, il y a les traces de cramé sur le tapis. Puis là, j'ai tous mes composants qui sont autour. Puis je mesure un coup, puis je vois un petit trou là, une bosse là. Putain, ça me fait... Ou ça me fait pas chier. Ça, je l'accepte. Celui-là, et ça me prend... ça prend du temps, parce que c'est tout un équilibre, en fait. Voilà. Le filtre parfait n'existe pas. Certes. Et donc, du coup... Donc, après, la vraie difficulté, c'est de dire, OK, là, j'arrête. Tu as parlé juste avant des caisses. Alors, on y reviendra un petit peu plus tard, parce que derrière, il y a ton atelier, et c'est le gros du boulot que tu fais. Mais il y a un choix technique qui est fait, c'est d'utiliser du massif. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi avoir fait ce choix-là? Et quel est l'intérêt pour toi? Alors, il y a deux visions du truc. On va dire, d'un point de vue simplement esthétique, j'aime le bois. J'aime travailler le bois. J'ai du plaisir. Ça se voit presque pas. J'ai du plaisir à faire ça. Donc, je n'imaginais pas les faire autrement. Et par contre, d'un point de vue purement technique, effectivement, l'intérêt, il est, pour moi, évident. C'est-à-dire de prendre plein de morceaux de bois, de les coller, de faire en sorte que la structure soit le moins résonante possible. Ça paraît une évidence. Parce que tu les fabriques en bois, mais il y a quand même de la technicité derrière. C'est pas juste des panneaux avec laquelle tu fais une boîte. C'est vraiment des morceaux. Donc du coup, le principe de fabrication, c'est des couches de bois contre-collées qui représentent à chaque fois, comme on pourrait dire, un cadre, c'est-à-dire une pièce pour l'avant, une pièce pour le haut, une pièce pour l'arrière, une pièce pour le bas, qui sont collées en angle. C'est pour ça qu'on voit les triangles sur les bords. En fait, c'est l'endroit du collage des deux pièces. Et chaque pièce, à l'intérieur, est coupé non en angle droit, parce que sinon à l'intérieur ça ferait une surface plane. Mon but c'est qu'il n'y ait aucune surface plane à l'intérieur pour éviter les résonances à l'intérieur. Donc chaque pièce est coupée en biseau à 30 degrés à l'intérieur, pour créer à l'intérieur un espace totalement chaotique, avec du coup aucune face parallèle, mais au-delà de faces parallèles, des faces en plus comme dans une chambre anéchoïque, avec des pointes de partout. Donc voilà, le principe il est esthétique, parce que le coup des lignes, c'est pour me faire plaisir à moi. Parce que j'ai aussi fabriqué des skis autrefois. C'est vrai? Oui, décidément, multi-casquette. Et donc, quand on fabrique des noyaux de ski ou de surf, on fait ça. C'est-à-dire que c'est des petites planches contre-collées. Et puis, on met des lignes un petit peu plus dures aux endroits des appuis.
Ça apporte de la rigidité. Exactement, aux bons endroits. Donc après, et j'aime bien esthétiquement, il faut bien le reconnaître, mais du coup, ça crée une boîte qui est pas très lourde, parce que ça reste de l'épicéa local, mais très anti-résonante, c'est-à-dire que c'est mat. Même si, parce qu'il y a aussi l'épaisseur, c'est-à-dire que en fait, mes planches, elles font entre 2 et 4 cm avec l'angle. Donc dans tous les cas, j'ai au moins 3 cm d'épaisseur de bois tout le tour de l'enceinte. Et voire même plus, parce que la dernière en haut, par exemple, celle-là, elle est sur 9 cm de haut. Ok. Pour qu'il n'y ait pas de trou. Parce que là, du coup, l'angle, on le voit, il va loin. Est-ce que tu utilises plusieurs essences de bois ou c'est toujours la même? J'en ai justement... Tout ce qui est blanc, c'est de l'épicéa local. Après, pour les foncés, ça, c'est du méranti. Ça, c'est du kapur. En fait, c'est des bois indonésiens. Je suis désolé, j'aimerais bien avoir un bois foncé local. Ouais. J'en trouve pas. Donc, petite annonce, hein, vous êtes dans 73-74. Si vous avez du noyer foncé, pas cher, donc voilà. Après l'intérêt aussi, indépendamment de la couleur, parce que c'est intéressant, mais c'est aussi d'avoir des densités différentes. Ce qui fait que la vibration à l'intérieur de chaque couche, elle se transmet à chaque fois qu'il y a une interface entre deux couches, il y a une perte d'énergie. Donc, du coup, et c'est joli et en plus stratégique parce qu'on est en plein milieu du panneau, du coup. Et ça crée un axe de rigidité en plus. Parce que là, celui-là, il est beaucoup plus rigide que le sapin. Oui, ça se voit rien qu'à sa couleur qu'il est plus rigide. Donc du coup, ça crée on va dire un squelette, un point dur. Quoi. Donc tu nous as dit tout à l'heure que tu avais fait un traitement à l'intérieur avec des biseaux, des pointes pour éviter les ondes stationnaires. Est-ce qu'il y a du traitement supplémentaire à l'intérieur, de la laine acoustique? Mon rêve, ce serait de pouvoir ne pas en mettre. Malheureusement, je suis obligé d'en mettre un petit peu. Alors généralement, dans les deux petites, il y a une couche de feutre de coton latéral, en fait, qui permet d'éviter que les vents, même s'il est calé en basse réflexe, il y a toujours un peu de haute fréquence qui peut passer. Donc ça permet, on va dire, d'arrondir les angles. Malheureusement, je ne peux pas ne pas en mettre parce que ça s'entend, il y a deux, trois toniques qui ressortent. Ok, mais c'est quand même beaucoup moins amorti que dans une enceinte classique. Une enceinte classique qui est remplie de mousse, comme les composants du filtre, ça mange de la musique. Ok. Alors c'est marrant, tu montrais la petite enceinte qui est ici, qui est avec un large bande, mais du coup là on n'est pas du tout sur un haut-parleur de sono. Non, par contre là non. Pourquoi avoir fait ce choix du large bande? Parce qu'un 10 cm en sono, ça se fait pas. Alors déjà, effectivement, bonne réponse. Mais c'est vrai que tu es allé chercher un peu la complexité. Indépendamment de la sono, mon histoire par rapport à la hi-fi, j'ai bricolé beaucoup de baffles plans, de large bande, de choses comme ça. J'aime cette recherche de naturel et de moins de haut-parleurs possible. Donc pour moi, le large bande est une évidence. C'est vrai que dans la théorie, le large bande est le meilleur haut-parleur. Clairement. Le problème, c'est qu'il y a des contingences techniques qui font que faire du 30 Hz et faire du 20 kg, c'est dur. Qu'une seule même membrane arrive à faire ces deux choses-là. Donc il y a deux options. C'est où on prend ce qui s'est beaucoup fait dans les années 50-60, des larges bandes de 30 cm. D'ailleurs, j'ai une paire de Goodmans. Non, je les ai pas là. Des gros picônes des années 60. C'est impressionnant ce que ça peut faire même dans le haut. Mais le but était de faire une petite... En fait, à la base, celle-là, je l'ai faite pour mon bureau. Donc je me suis dit, j'ai besoin que ce soit petit, mais que ça descende quand même, que ça monte quand même. Et comme j'aime bien le large bande et que je veux la simplicité, je vais essayer ce petit haut-parleur-là. Et j'étais tellement content de ce qui s'est passé que du coup, je me suis dit, je vais le faire vraiment avec une vraie boîte. Parce que du coup, les boîtes qui sont là-bas, c'est les premières que j'ai faites pour mon bureau. Ok. Ah oui, c'était quand même beaucoup moins travaillé du coup. Voilà. Et puis après, je me suis dit, mais déjà, ça marche bien. Je vais faire mieux. Donc je suis arrivé à ça et franchement, je suis assez content. Là, pour le coup, c'est l'enceinte que tu nous as fait écouter en arrivant. Et effectivement, il y a une qualité de restitution qui est assez rare pour ce type de haut-parleur-là. Comment tu arrives à sortir quand même des aigus et avoir du grave alors que c'est un haut-parleur large bande? J'ai un peu de filtrage, j'avoue. Parce que c'est vrai que dans le milieu des larges bandistes, on se doit de ne pas toucher. C'est ça, normalement, à la limite, on met un filtre passe-haut, passe-bas et... Voilà. On se doit de respecter et de dire la nature est parfaite. Malheureusement, elle ne l'est pas. Et souvent, à l'écoute, en tout cas sur les vieux larges bandes que j'ai pu écouter, effectivement... Souvent, les vieux larges bandes, c'est très vivant, sur du classique, sur des petites formations, quand on ne cherche pas les extrêmes, c'est très expressif, le médium est là, les voix sont vraiment parfaites parce que c'est là que ça se passe. Le problème, c'est que si on veut avoir de l'aigu, du grave, l'espèce de bosse, enfin la grosse présence du médium masque les extrêmes. Donc moi, je filtre un peu. Je creuse
à 2 endroits précis pour justement faire ressortir les extrêmes et rendre le truc plus neutre, on va dire. En tout cas, voilà. Pour pas donner l'impression que... Mais ça marche, et en plus, tu nous as dit qu'en sonorisation, c'est comme ça qu'on corrigeait, c'est que par exemple, pour ajouter du grave, on va en baisser les aigus. C'est le principe du son live, c'est qu'on peut pas ajouter des fréquences parce que sinon on risque un problème de Larsen. Donc on apprend à penser à l'envers, à dire s'il y a trop de graves ou s'il y a trop d'aigus, c'est peut-être qu'il manque quelque chose ou c'est peut-être qu'il y a trop de trucs à côté. Donc à l'inverse, en général, quand il manque d'attaques sur une guitare, au lieu d'aller chercher le 3,15 kg, parce que là c'est 3 kg, je dis ça parce que les boutons c'est 3 kg. Oui, oui. Au lieu d'en rajouter, parce que là on va créer un Larsen sur scène, et ben on enlève juste avant, juste après. Et du coup, on retrouve l'attaque. Donc le principe, il est là, c'est de créer à l'envers un équilibre, en enlevant ce qui masque. L'effet de masque est un truc qui est connu depuis longtemps. Et ça marche, pour le coup, quand on l'a écouté, effectivement, on ferme les yeux, on n'a presque pas l'impression d'avoir une enceinte large bande. Ben, c'est le but, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est vrai beaucoup dans ce milieu-là, c'est une 2 voix, c'est une 3 voix, c'est un large bande. Du coup, on s'attend à entendre un truc qui correspond à l'appellation. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'écouter de la musique, en fait. Tout à fait. Donc, en fait, moi, je vends pas un large bande, je vends pas ça. On s'assoit, on écoute. Ça te plaît pas. Et moi, mon but, c'est ça. Donc, quel que soit le choix technique à la base, c'est d'arriver au moment où on met le morceau, et puis on est content de ce qu'on écoute. C'est tout. Il n'y a que ça qui compte. Ouais, bien sûr. Et en plus de ça, on avait fait un test assez marrant à coller les enceintes à l'arrière, et limite, on a l'impression d'avoir un question de grave. Mais carrément. Et c'est vrai que c'est assez frappant. Donc le placement est aussi très important sur ces enceintes-là. En vrai, c'est vrai sur toutes les enceintes, mais d'autant plus sur les choses qui ont une précision suffisante pour que chaque changement s'entende. Et vu que le haut-parleur est en plus petit, ça prend pas trop le pas non plus sur le reste du spectre. Et c'est même agréable. Dans tous les cas, ça fera jamais trop. Oui. Parce qu'il ne sait pas faire trop. C'est ça, exactement. Et donc du coup, tu as fait ce choix de creuser le médium avec un filtrage, et ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu d'autres, par exemple, de passe haut, de passe bas. Non, parce que le but, c'est de laisser, au maximum, laisser faire le haut-parleur ce qu'il sait faire, en enlevant juste les quelques accidents qui déséquilibrent l'équilibre général. Le but, c'est juste de retrouver un équilibre en fonction de ce qu'il sait faire. C'est globalement mon principe général. Il fait ce qu'il sait faire. Moi, je prends au maximum de ce qu'il sait faire, et s'il y a des choses qui m'embêtent, je les gère. Mais j'invente pas ce que le haut-parleur ne sait pas faire. C'est mon principe. Alors après, on va parler des électroniques, parce que donc, tu fabriques des enceintes, mais tu as aussi une gamme d'électronique. L'histoire est la même, ou c'est venu après les électroniques? Elle est venue un peu après et en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je fabriquais des enceintes. Et puis à un moment, il me fallait de quoi les écouter correctement. Donc j'ai eu toutes sortes d'appareils que je récupérais de droite, de gauche, sachant que j'ai jamais mis 1 centime dans ces choses-là. Donc il fallait que ce soit simple et facile. Donc du coup, j'ai eu récupéré des amplis de sono, des amplis... Mais on peut dire ce qu'on veut, même s'il y a de l'énergie, il n'y a pas de son. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, il faut que je fasse mon truc, parce que ça marche pas. Je peux pas, décemment pas dire cette enceinte marche si je suis pas sûr d'un ampli. Donc du coup, j'ai commencé à développer un processus hyper simple, un schéma à 2 étages, avec 12 composants. Et puis en le faisant bien, je suis arrivé à un truc que je crois qui marche vraiment. Donc en fait, je l'ai fait pour moi. Au départ, uniquement pour moi. C'était un peu tes bancs de... Ouais, voilà, c'est ça. C'était mon outil de travail. Je pense notamment à Cabas à l'époque où ils faisaient aussi leur propre amplificateur. Toi, c'était vraiment la base pour toi, pour faire tes mesures, pour juger de tes enceintes. Pour être sûr que ce que je fais corresponde à ce que je voudrais que ça soit, quoi. Ok. Et comment tu arrives à créer, à dire, voilà, cet amplificateur-là, comme il est, c'est ma référence. C'est pareil, c'est comme les enceintes, il y a de la mesure qui rentre en compte. Non, il n'y a pas de mesure. Non. Et en fait, on écoute, on pinaille, on écoute, on pinaille, on écoute, un pinaille, et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on pinaille plus, mais qu'on écoute. Donc on se dit, là, on est bien. C'est qu'en fait, je réfléchis plus à ce qui se passe, juste j'écoute. Donc c'est que le truc qui marche. Qu'est-ce que tu as fait comme choix technique ici? Alors, le choix technique, c'est du même ordre que les enceintes, c'est-à-dire quelque chose de simple, de pas révolutionnaire du tout. C'est des circuits électroniques. Comment on va dire? Grand public, classique, à l'ancienne, tout simple. Vraiment, je ne révolutionne rien.
un MOSFET, classe AB, polarisation normale, rien d'exceptionnel. Par contre, là où je fais le boulot, c'est sur la lime. Oui. C'est-à-dire que là, c'est un ampli qui fait 2x40. En vrai, dedans, c'est alimentation à la mode des amplis à lampe, filtrage en pi avec des grosses capas MKT. C'est quoi le filtrage en pi? Tu peux nous... Filtrage en pi. Donc pi, la forme du pi, ça veut dire une capa, quelque chose, une capa. Donc ça fait une espèce de forme de pont comme ça. Ce qu'on fait dans les amplis à lampe, c'est-à-dire qu'en fait, tu mets pas juste des capas qui se chargent et qui du coup restituent l'énergie en fonction du besoin. Tu rajoutes sur la bande série ou une résistance ou une self. Donc en l'occurrence, c'est des self, comme dans les amplis à lampe. Parce qu'en fait, le problème des amplis à lampe, c'est comme on est à très haute tension. Les capas de forte capacité à haute tension, dans les années 50-60, on savait pas faire. Donc du coup, c'était les capas 10 micros, 400-500 volts, des valeurs qui pour maintenant paraissent complètement ridicules. Oui. Et du coup, on compensait avec une grosse self sur l'entrée, ce qui en fait a le même boulot qu'une capa. Parce que c'est un temps de réponse lent. C'est le principe d'une capa. C'est-à-dire que le front d'onde du 50 Hz il monte, ça charge la capa, et c'est lent, parce qu'elle est importante. Donc qu'est-ce qui se passe du coup quand tout d'un coup il y a une demande? Elle va se vider lentement, donc elle a beaucoup d'énergie. Et la self, c'est la même chose. Comme c'est un enroulement, ça sature le noyau magnétique de l'enroulement, et ce truc stocke de l'énergie, de la même façon d'une capa. Donc en fait, depuis les années 20, en vrai, on met une self et une capa, parce qu'on ne savait pas faire plus que 10 micros, ça ne suffisait pas, donc on rajoutait un enroulement sur un bout de ferraille, et ça faisait le même boulot. Et l'avantage de ça, c'est que ça... Je sais pas comment... Au niveau son, en tout cas, c'est un truc qui est calme. Je sais pas comment dire ça, parce que c'est pas mesurable, ça. Oui, c'est effectivement quantifiable. Ouais, c'est... Quand on rajoute... Pour moi, quand on met des selfs dans la lime, il y a un truc qui se passe de quiétude. Je suis désolé de dire ça, qui n'est pas scientifique. Mais ça me fait vraiment cette impression. Ouais, bah oui. Après, t'as fait des choix et c'est ton ressenti. Donc c'est un schéma hyper simple, vraiment domaine public depuis 40 ans. Mais par contre avec une alim vraiment pensée, sérieuse, qui fait que malgré les 2x40 watts, il n'y a pas de limite. Ça marche toujours. Ouais. Bah là, on a des petits qui sont là-haut, qui sont ouverts. On fera des plans de coupe tout à l'heure pour montrer l'intérieur, et c'est notamment l'alimentation qui prend littéralement les 3/4 de l'amplification. C'est la partie électronique pure du traitement du signal. Elle tient sur des petites cartes comme ça. C'est ça. Tu saurais nous dire la capacité de filtrage de la lime? Bah, là, du coup, il y a un transfo qui fait entre 2 et 300 VA. Après, il y a les selfs qui sont durs à quantifier. Oui. Parce qu'en fait, comme c'est des selfs au courant, c'est pas une grosse valeur selfique, parce que c'est du gros fil. Mais sinon, après... Oui, parce qu'elles sont énormes. Hein. On dirait des transfos. Hein. C'est la taille d'un transfo. Par contre, après, oui, j'ai 80 000 microfarads par ampli. Et tu peux nous rappeler la puissance? 2x40. 2x40 watts. Il n'y a pas beaucoup d'amplis qui peuvent prétendre avoir ces... En général, quand on met ça comme alim, c'est pour un ampli de 300 watts. C'est ça, ouais. Et encore. Et encore. Effectivement. Donc là, tu as toute une gamme d'amplificateurs de puissance qui fonctionnent en asymétrique. Ça, on l'avait vu, tu nous avais expliqué. On vous remet le lien vers le salon au Sud-Ifichaud. Et là, on a une petite boîte qui est là et qui peut-être présage quelque chose pour le futur ou pas. Après c'est en attendant de faire mieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un préamplificateur passif. Donc c'est juste un sélecteur 24 positions avec un réseau de résistance de très haute qualité. Qui permet d'atténuer permet d'atténuer ce qui sort du streamer pour régler le volume simplement. Mais c'est vrai qu'il y a un préampli en route. Mais pour l'instant, j'ai pas encore le... C'est vrai que pour le moment, c'est le seul élément de la chaîne que tu ne maîtrises pas, entre guillemets. C'est ça. Quelque part, en même temps, si on regarde l'hi-fi actuellement, 80% des gens, quand ils s'équipent maintenant, ils achètent un streamer avec un bouton de volume. Oui. Et du coup, quelque part, le préampli, l'utilité se discute de plus en plus. Alors après, il y a aussi préampli et préampli. Alors, la question effectivement est posée. Malgré tout, d'un point de vue commodité, avec un streamer et un bouton de volume, on attaque une puissance, ça marche. Tout à fait, oui. Après, l'intermédiaire peut être intéressant, selon ce qui se passe avant et après. C'est là qu'on voit, on a vu en dessous, peut-être qu'on pourra faire des plans de coupe pour montrer rien que le mécanisme pour atténuer le volume, ça prend de la place, mine de rien. Oui, certes. Souvent, en plus, en général, dans un streamer, on travaille dans le domaine numérique pour atténuer le signal. Là, c'est vraiment le préamplificateur que tu pourrais éventuellement sortir, ça serait purement analogique. Ah, ça, dans tous les cas. Le principe est de traiter l'analogique du mieux possible, du début à la chaîne. Donc là, et effectivement, au niveau préampli. Et pour le coup, on a pu écouter l'ensemble avec les
les enceintes large bande et celles qui sont juste à côté avec la caisse en dessous qui fait comme une sorte de caisson de grave. Et franchement, ça marche. Ça marche vraiment bien parce que, à première vue, on peut être dubitatif. On utilise des enceintes avec un bois qui pourrait éventuellement travailler avec le temps. Et en fait, vraiment, il y a un savoir et il y a quelque chose qui se passe. Il y a une émotion qui est transmise à travers les électroniques et à travers les enceintes. Franchement, c'est très beau. Et félicitations déjà pour ça. Merci. c'est mon but. Et tu t'es pas arrêté là parce que tu fais aussi des câbles. Je fais aussi les câbles, parce que de la même façon, une fois que j'ai l'ampli, que je trouvais qu'il allait bien, je me suis dit, mais j'utilise du câble électrique de base. Je connais le milieu de l'hi-fi depuis toujours, j'en ai lu, j'en ai vu, j'en ai écouté, toutes sortes de câbles, toutes sortes, avec beaucoup de tout ce qu'on veut. C'est un sujet assez complexe. Un sujet sans fond. Pas complexe pour certains, très simple pour d'autres, mais bon, on rentrera pas. Et puis voilà, moi j'ai mon histoire par rapport à ça. J'ai toujours fabriqué mes choses, j'ai toujours eu mes lubies. Et puis j'ai lu pas mal de littérature, y compris des théories, parce que dans mes études, j'ai aussi fait de la physique quantique à la fac à Lyon à l'époque. Enfin bref, j'ai fait pas mal de trucs. Et je suis tombé sur des gens qui avaient des avis sur les conditions de Heaviside, les théories de transmission des fils, des câbles des années début 20e. Et puis je suis retombé sur des articles de l'audiophile d'il y a longtemps. Et puis en fait, je suis arrivé à ça. Et je sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, ça marche. Voilà. Au moins, tu maîtrises la chaîne vraiment de bout. Voilà. Et d'ailleurs, ces câbles-là, tu les utilises aussi dans tes enceintes et dans les amplificateurs. Oui, clair, tout est câblé avec ça. C'est-à-dire que moi, je tresse moi-même. Donc, c'est du cuivre OFC plaqué argent, isolé par du téflon. Et après, j'essaie de respecter 3 conditions. Surtout pour le câble haut-parleur. Limiter l'effet de peau de transition d'énergie à l'intérieur du câble. L'effet de peau, en fait, c'est un truc qui est vraiment, pour le coup, totalement scientifique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du conducteur, le courant électrique, en fonction de la section, l'énergie va se répartir sur la circonférence. Donc si on dépasse une certaine section, il va vraiment se mettre sur la circonférence et du coup, il va se créer des effets de champ électrique entre l'intérieur et la circonférence parce que c'est trop large. Et que du coup, le flux électronique, il n'est pas franc. Donc en fait, on va dire, l'accord scientifique depuis longtemps des gens qui se sont posés ces questions-là, c'est de dire qu'il ne faut pas dépasser 0,5 mm² pour que cet effet-là ne crée pas de problème de transmission. Donc du coup, mes câbles, ils font 0,5 mm². Et comme on a quand même besoin de passer un certain courant, en tout cas suffisamment, du coup je le triple. Donc j'arrive à 1,5, ce qui n'est pas faramineux, parce que d'autres fabricants actuels, la mode c'est de vendre des tuyaux d'arrosage. Moi, je ne suis pas pour le tuyau d'arrosage, si ce n'est pour mon jardin. Donc je suis à 1,5, c'est pas faramineux, mais ça suffit très largement dans 98% des cas. Donc je reprends en fait le principe du fil de Litz. Le fil de Litz, c'est exactement le même principe. Donc là, moi j'en fais 3, je les tresse, et ils sont isolés téflon, parce que la deuxième condition que j'essaie de respecter, c'est la non-charge de l'isolant. C'est-à-dire qu'il faut que l'isolant ne soit pas sensible au champ électrique. Et le téflon, même si c'est un PFAS et que c'est pas très à la mode, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est totalement insensible au champ électrique. Donc il ne se charge pas. Parce qu'entre deux câbles, si l'isolant il se charge, ça crée une capacité. Et une capacité entre le plus et le moins, c'est un filtre. Passe haut, passe bas. En tout cas, ça bouffe les aigus. Ouais. Donc il ne faut pas. Donc j'essaie de respecter ça. Et puis la troisième condition que j'essaie de respecter, c'est de les écarter suffisamment entre le plus et le moins, parce que du coup, il n'y a pas d'induction électrique entre les deux. Et du coup, la circulation du courant entre l'un et l'autre n'influe pas de l'un sur l'autre. C'est pour ça que je mets des écarteurs en bois, pour les laisser suffisamment écartés les uns des autres, pour éviter au maximum toute perturbation d'un conducteur à l'autre. Donc, dire que ça marche mieux, je l'ai essayé sans le bois, en les tressant tous ensemble, j'aime mieux avec. Voilà. Donc c'est les 3 conditions que j'essaie de respecter. Et pour avoir testé dans différents magasins avec différents autres câbles, je ne veux pas faire mon malin, mais je crois que ça marche. Ok. On va faire un petit tour, on va voir ton atelier. Comme ça, tu vas nous expliquer un petit peu les machines que tu utilises. Et puis après, on conclura cette vidéo. Ça marche. Alors François, on est dans l'antre, là où sont fabriquées toutes les enceintes et tous les amplificateurs. Exactement. Et quand on est arrivé, on s'est dit, dis donc,
C'est petit. Il arrive à sortir de si belles pièces d'une si petite pièce. Oui. Et Je suis tout seul. alors, t'es quand même équipé de certaines machines. Quelques appareils, Ouais. mais rien d'extravagant. Hein. J'ai une petite scie à ruban, une Mhm. circulaire, un tour, Oui. une perceuse à colonne, et puis un vieux combi que j'ai racheté d'occasion, qui est millénaire, mais qui me sert à faire les débits avec la scie. Donc tu coupes les lamelles avec ça. Voilà, exactement. Donc c'est une machine qui tourne, qui carbure. Exactement. C'est la machine de l'atelier. C'est pour faire mes 4 jours de débit avant d'attaquer le montage. Ok, d'accord. Et alors pour faire les débits par exemple, il te faut combien de temps pour une enceinte? Par exemple, si on prend le modèle haut de gamme que tu as aujourd'hui au catalogue. Le Q15, la grosse, il me faut 1 mois et demi pour faire une paire. 1 mois et demi pour faire une paire. Parce qu'en fait, je pars de la planche brute, Mhm. je la rabote, Mhm. je la mets à niveau, après je coupe. Le problème, c'est que chaque tranche a une épaisseur différente en fonction de là où on s'approche du bord. Donc du coup, j'ai beaucoup de coupes différentes. Mhm. Donc en fait, c'est quasiment 4 jours de coupe sur des grandes longueurs de 2,50 m pour fabriquer déjà toute ma base de bois, de mon débit. Après, chaque pièce est coupée avec des angles différents en fonction de la position de ma boîte à la circulaire. Ok. Donc en gros, c'est plus d'une semaine pour avoir juste mes 120 pièces nécessaires à commencer le montage. Mm, mm. Et après le montage, je plaque mes 4 pièces qui représentent un cadre. Ok. Une couche, 2 couches, 3 couches. Donc je colle la première couche, je retourne, je colle la première couche de l'autre côté. Je fais pareil avec la deuxième. Et j'ai 23 couches. Ok. Et tu fais les deux en même temps? Non, j'en fais qu'une à la fois. T'en fais qu'une à la fois? Parce Ok. que juste, c'est pas grand, et j'ai Oui, pas oui. l'outillage nécessaire, parce que pour coller une couche, ça me prend une dizaine de serre-joints, ça me prend tout mon établi. Donc. Et puis le séchage est assez Et long. le séchage, à chaque fois, je dois attendre une demi-journée à chaque couche. Ouais. Donc effectivement, ça prend le temps que ça prend. Comment tu fais pour pas que le bois travaille avec le temps? Enfin, comment tu essaies de limiter? Parce que on peut pas empêcher le bois de J'essaie travailler. d'acheter du bois le plus sec possible, Mhm. même si c'est relatif, parce que je ne suis pas un luthier qui fabrique des violons, donc je ne fais pas vieillir 10 ans mes bois avant de les utiliser. Pas encore. Pas encore. Alors par contre, dans un avenir certain, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Il a 2-3 planches qui gardent sous clé pour faire une cuvée dans 10 ans. Mais en vrai, il faudrait faire ça, parce que c'est la seule façon, il n'y a pas 36 solutions. Donc effectivement, celles que j'ai fait, il y a celles qui ont 1 an et demi, ça bouge un peu. Les couches se vivent différemment. C'est le problème des couches, c'est qu'en fait, elles vont sécher différemment, donc il y a des petits écarts qui peuvent se créer, tout ça, mais c'est la vie. C'est la vie de... Mais toi, tu peux corriger si vraiment il y a des gros défauts. Si vraiment il y a un gros défaut et que le client m'appelle en me disant là, elle a vraiment bougé, je la reprends, je refais un vernis, il n'y a aucun problème, évidemment. C'est le service qui va avec. Mais normalement, comme tu nous as dit tout à l'heure, tu mets quand même de nombreuses couches de vernis dessus. J'essaie de la rendre la plus inerte possible. Mais... Et d'essayer de fixer au mieux la... Voilà. Ouais, mais ouais. bon, on n'est pas à l'abri de la vie du bois. Mais bien sûr, oui. Alors, je vais me permettre, je vais juste prendre une pour qu'on puisse voir. Alors ça, c'est une caisse que tu as terminée, c'est ça? Ouais. Et donc là, on voit le travail, notamment ici. Au niveau des découpes, on voit effectivement les pics. Donc on voit chaque couche, et chaque couche est taillée en biseau pour que à l'intérieur, on n'ait vraiment aucune face parallèle. Et après, sur celle-ci, alors peut-être qu'on peut montrer À l'arrière, on voit peut-être mieux. Ouais. Sur celle-ci, comme les deux faces latérales sont d'une pièce, du coup, j'ai pas la contre-réflexion, donc du coup, je taille, je creuse les deux faces de façon aléatoire pour vraiment créer à l'intérieur aucune face vraiment lisse, que tout soit en angle ou avec des creux ou des bosses, que l'ensemble soit vraiment chaotique, on va dire, avec tous les guillemets qu'on veut, pour qu'il n'y ait pas de résonance à l'intérieur. Là, on voit vraiment le travail de... alors, encore sur celle-ci, c'est du rainurage, donc Ouais. c'est moins complexe. C'est moins complexe. Mais j'imagine le temps que ça prend sur les productions un peu plus grosses. Ça prend du temps. Ouais. En fait, la question, elle n'est pas de se poser des problèmes de temps et de coût de revient, la question, elle est de faire bien. C'est ça, oui. C'est ça le principe. Et donc là, celles-ci, elles sont prêtes à être vernies. Celles-là, elles sont prêtes. Elles sont au début de vernis. Là, il y a juste une couche. Il ne Mhm. reste plus que 6 ou 7. Et pour vérifier sur cette couche, c'est combien de temps hein? C'est une semaine. Une semaine, voilà. Juste une semaine de vernis, où certaines entreprises vont faire le vernis en une journée. Voilà.
Ok, je vais te remettre ça là-bas. Et on a des choses un petit peu intéressantes aussi sur la table que tu nous as apportées. Alors, est-ce que tu peux nous présenter, par exemple, ici, on a Donc un là, pavillon. c'est le pavillon. Donc le pavillon, c'est le même que j'utilise sur les 15 et sur les 10. Après, c'est pas la même compression sur l'une et sur l'autre. Donc ça, c'est le cache pour cacher le moteur qui est dedans. Donc ce pavillon est en hêtre que je tourne sur cet appareil. Ok, on mettra des petits plans. Hein. Donc la fabrication est assez simple. En fait, je pars d'une planche de hêtre, je découpe des rondelles, on va dire, avec tous les guillemets qu'on veut bien. Après, je colle tout ça et je monte ça sur le tour et je refais les arrondis. Donc là, c'est un pavillon exponentiel. J'en ai un là qui est foiré parce qu'il s'est collé tout de travers. Donc, avant le tour, c'est comme ça. Attends, on va souffler un peu. En principe, c'est tout comme ça. Hein. Ça, c'est... Ouais, J'ai fait du ménage. Il fait tout au souffle. Donc là, on a Ça, avant, tour, après tour. après. Voilà. Donc on a ici une compression et tu vas pouvoir nous montrer, tu nous as apporté tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors vas-y, je te laisse nous expliquer. Donc là, on a le pavillon qu'on retrouve donc sur les grosses et les presque grosses. Donc l'arrière, c'est on va dire un cache. À l'intérieur de ça, donc on a le moteur de compression. Donc avec l'aimant et la membrane à l'intérieur. Et ça, c'est monté sur un pavillon exponentiel, donc qu'on a vu tout à l'heure en hêtre. Mais pour la fixation, comme les fiches sont... Tu nous as dit quoi, les c'était... fiches sont à l'intérieur, et ben la première rondelle s'enlève. On visse le moteur à l'envers. Et une fois qu'il est solidarisé, on vient visser la dernière couche. Donc il faut penser à tous les détails. Amen. Voilà. Après, pour l'instant, ceux-là, ils sont pas terminés. En principe, il y a un petit trou là pour les fils. Oui, pour l'instant, ça marche pas en sans fil encore. non, pas encore. Et ensuite, alors on en a parlé longuement tout à l'heure, du filtrage. Et là, donc tu nous as apporté le filtrage. Là, c'est les modèles large bande. C'est le modèle large bande, les petites qu'on a vues tout à l'heure. Donc ça, c'est le filtrage avec les creux dans le médium pour créer l'équilibre. Donc là, j'utilise des composants, on va dire, assez haut de gamme, de chez Jensen et Mundorf, en Allemagne. C'est deux très grandes marques. C'est les marques qui font ce qui va bien actuellement. Ouais. Donc voilà. Et vraiment, les selfs, c'est impressionnant. Donc on est évidemment sur un câblage en l'air, ici. Ah ben, en fait, le principe de faire un filtrage simple, c'est que du coup, il n'y a pas besoin d'inventer des circuits imprimés. En plus, je suis désolé, mais vu les puissances mises en cause, un circuit imprimé, c'est pas bien. Les petites pistes... On a de la perte. On a beau faire le plus épais qu'on veut, on est sur quelques microns. Ça vaut pas ça, je suis désolé. Non, mais ça c'est clair. C'est l'un des avantages du câblage en l'air. Et puis, comme c'est simple, on peut se permettre de passer 20 minutes à câbler un filtre. Tu avais peut-être quelque chose à rajouter sur le juste voilà, pour dire que du coup, ils sont montés sur la plaque arrière qui va sur l'enceinte. Alors, du coup, je vais aller chercher l'enceinte, du coup. En vrai. Hop. Je suis un bon assistant. Donc, ça rentre. Tac. Bien ajusté. Et voilà. Donc ça fait la face arrière et le filtre est fixé dessus. L'avantage, c'est que c'est modulable, donc si jamais on a besoin d'intervenir à l'intérieur... On n'a pas besoin de tout démonter, on sort la plaque et tout est gérable. Et c'est même limite presque confortable en termes d'espace derrière. Ouais. Alors, il n'y aurait pas de l'enlever du coup. Si, il faut peut-être pas beaucoup. Je vais te laisser faire. Je vais pas te casser tes fils. Comme il n'y en a pas de pareil, il y a celui qui va avec la bonne enceinte. Ah, et là c'était la mauvaise du coup. Je pense. Et on a aussi un câble qui est ici. Et tu nous as dit un truc qui, moi personnellement, m'a étonné, c'est que même les capuchons pour les embases RCA, elles sont fabriquées ici. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le câble de modulation, donc avec le même principe, le câble HP, du cuivre argenté dans un isolant téflon. Et puis les fiches, j'utilise des fiches qui sont à la base Eichmann, c'était des Allemands qui faisaient ça. Mon principe est toujours le même, le moins de métal possible. Donc du coup, cette fiche, en fait, il y a juste une âme centrale qui est creuse, qui est argentée, et le contact de masse, il y a juste une pin. Il n'y a pas du tout une grosse masse métallique. Donc du coup, pour la masse, en fait, il y a une corolle en plastique, et puis le contact de masse, il est juste sur un endroit. Et il n'y a pas une grosse masse métallique, parce que grosse masse métallique égale
complication de circulation des électrons, moins il y en a, mieux c'est. Partant de ce principe-là, j'aime pas avoir des grosses coques en métal. Donc les premières, je les faisais en bois, mais c'est trop compliqué à faire. Donc là, je les imprime. C'est du PLA, donc un plastique végétal à la base, mais qui en plus est chargé en carbone pour être antistatique, pour pas qu'il se charge. D'accord. Avec une finition volontairement un peu râpeuse pour que ça fasse tissu et qu'on ait une bonne préhension. Ouais. Et puis c'est solide. C'est très solide. Tant qu'on est sur les accessoires, entre guillemets, il y a aussi les pieds que tu fabriques toi-même et qui sont d'une rare technicité. Technicité. En tout cas, il y a de la recherche quand même derrière. Recherche d'écoulement pour les coupler au mieux aux enceintes. Donc là, c'est le pied qui va avec l'écu 10. Donc le principe est relativement simple. Il est en bois massif, avec les mêmes bois que les enceintes, avec la même, on va dire, finition en ligne pour que ce soit cohérent esthétiquement parlant. Là, c'est que pour l'esthétique, là. Il faut que ce soit stable, esthétique et simple. C'est-à-dire que plus il y a de pattes, plus il y a d'embases, de choses, plus les vibrations vont se perdre, on va dire. Donc moi, mon but, c'est que la vibration qui arrive dans l'enceinte, en espérant qu'il y en ait le moins possible, mais il y en a forcément qui viennent du haut-parleur, elle s'écoule vers le sol de façon la plus simple possible. Et comme le courant électrique, une vibration, elle va chercher le schéma le plus simple. Donc du coup, plus il y a de complications, plus ça va se répartir et plus l'ensemble va vibrer. Donc moi, mon but, c'est que ce soit simple. Donc en fait, l'enceinte est posée sur des caoutchoucs, ce qui fait que les vibrations de l'enceinte ne vont pas pouvoir se transmettre au pied par les 3 points de caoutchouc. Parce que je crée par ailleurs un vrai point d'écoulement de vibration, donc avec cette molette qui va se visser directement dans le fond de l'enceinte. C'est-à-dire vraiment visser à l'enceinte. L'enceinte est vissée au pied. Ce qui fait que les vibrations de l'enceinte vont être transmises uniquement en un point par ce point-là, qui est mis en pression là-dessous, et du coup elles vont s'écouler par le seul endroit qu'elles peuvent emprunter, c'est-à-dire le pied, qui après sur 3 pointes. 3 pointes de découplage, également en bois. Également en bois, que je fais aussi ici. Elles sont réglables ou pas Elles sont réglables. Ah ouais. Sachant que moi, mon principe, c'est qu'il doit être droit quand on pose, sans avoir besoin de le régler. Oui, théoriquement, tout le monde a un seul assez droit chez soi. Voilà. Normalement. En fait, après 3 pieds, pourquoi 3 pieds? Parce que 4, il y en a toujours un qui sert à rien. Oui, qui sera bancal. Il y en a toujours un qui sert à Il y rien. a toujours un qui fait chier. Ah mais oui. Il y en a toujours un qui, en fait, n'a aucune énergie. Oui. C'est pas... Et au contraire, ça crée de la vibration, ça crée de... Donc en fait, 3, c'est le seul truc vraiment stable. Donc là, on a une planche de mer anti, donc c'est le bois pour faire la partie foncée. La partie foncée des enceintes et des pieds. Donc ça, c'est la planche brute, que j'achète comme elle est là, que je rabote. Elle est un peu plus bronzée derrière, d'ailleurs. Elle est plus bronzée, côté soleil. Ouais. Et une fois rabotée, ça fait ça. Donc on passe de 35 dp à 27, parce qu'il faut enlever un peu. T'enlèves combien? C'est quoi? C'est 1 mm, 2 mm? Non, c'est plus que ça. Beaucoup plus que ça? Non, parce qu'en fait, il faut vraiment que ce soit lisse. Et en fait, il y a beaucoup. Ouais. Officiellement, elles font 35 quand je les achète. En vrai, c'est entre 33 et 35. Une fois rabotée propre, je suis à 27. Donc j'ai perdu 5-6 mm. Ok, d'accord. Et ça, c'est l'épaisseur standard que tu as sur l'ensemble de tes... Mon but, c'est d'arriver à avoir toujours la même épaisseur. Pour pas être embêté. Quel que soit le modèle que je fais, je standardise mes épaisseurs. Donc même pour ton logo, t'as conçu des gabarits, parce que c'est pas juste un sticker collé non, sinon c'est trop facile. Bah oui. Donc pour faire un logo comme ça, gravé au final, en fait, j'utilise donc la Dremel, que tout le monde connaît plus ou moins, une petite perceuse à main, on peut multi-outils. Donc là j'ai l'embase qui fait défonceuse. Donc après j'ai un porte-gabarit que je fixe sur la pièce. Et après, pour chaque trait, j'ai un gabarit. Donc là, j'ai le tour du E que je passe, comme ça. Ouais. Après, une fois que j'ai fait celle-là, on fait le rond. Tac, ça fait le cul. Ensuite, on a la barre du E. Celui-là, j'utilise pas, c'était pour autre chose. Et ensuite, la barre du cul. Ah ouais. Voilà. Donc, pour te faire un logo comme ça, c'est une demi-heure de boulot. Juste pour le logo. Juste pour le logo. Ouais. Sachant qu'après, si je me rappelle bien, tu le remplis avec de la sculpture de bois. Je le remplis avec de la pâte à bois et que je refonce l'ensemble pour que ce soit clean. Ouais. Là, ça c'est un logo pour un an plus. Donc celui-là, je le laisse tel quel. Après, en général, je le peins en noir pour que ce soit bien noir et je reponce pour garder que le noir à l'intérieur.
Ok, super. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir fait faire le tour de ton atelier. Merci François de nous avoir accueillis dans tes ateliers. Pour finir, est-ce que tu as un mot, un message à faire passer aux gens qui nous regardent ici, et notamment si on a des abonnés qui voudraient se lancer dans le monde de la fabrication de leurs propres enceintes? C'est une bonne question. Venez me voir, on discute. Non, lancez-vous, franchement. C'est en faisant qu'on apprend à faire. C'est hyper simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui ont la science infuse, il n'y a que des gens qui ont travaillé, qui ont essayé. Et moi, je sais ce que je fais. Et si tu as un seul conseil à donner à celui qui va se lancer, Je sais pas. pour pas qu'il refasse une erreur que tu as éventuellement faite dans le passé? T'as pas fait d'erreur. Si, j'en ai fait plein, mais c'est normal, il faut en faire pour avancer. Donc la question se pose pas. Essayez, faites-le. N'ayez pas peur. Et si tout le monde autour de vous vous dit mais ça c'est de la crotte et que tu y crois-y. C'est pas que tu as raison contre les autres. C'est que les autres n'ont pas forcément raison. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un like. Et puis en tout cas, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Salut! Salut.